Bonjour, je suis avec Benoît Deschamps de Maison de Pneus Rusty. Moi, c'est Frédéric avec Solution Era. On est ici, dans le fond, juste pour faire une visite guidée de la maison de Benoît Deschamps, qui est en ce moment pratiquement finie, très avancée, après 1 an et demi, c'est ça? Ouais. Fait que ça, on va faire un tour de l'extérieur, puis de l'intérieur après, puis on va présenter les détails, des petites réflexions qu'il y a eu sur la construction, puis des choix, puis tout ça. Fait que on est parti. Fait que la première chose, dans le fond, je vais vous laisser avec Benoît. Puis il va nous parler des fenêtres, puis pourquoi il a choisi des fenêtres à angle. Puis ouais. C'est ça. La première chose que vous pouvez remarquer, c'est que les fenêtres sont en angle en avant. C'est vraiment un choix personnel à ce niveau-là. Mais dès qu'on choisit des fenêtres en angle, il y a une complexité technique qui s'installe. C'est certain au niveau de la construction, puis au niveau de l'étanchéité. Le principal avantage, c'est le soleil pour les plantes l'été. Alors, ce type de fenêtre-là vient d'un manufacturier aux États-Unis qui fait des fenêtres pour les serres. C'est des fenêtres qui sont en aluminium, qui se montent directement sur une structure de bois. Donc, c'est un peu technique à expliquer, surtout avec la façon qu'on le voit là, parce que c'est un produit fini, on ne voit pas très bien. Mais il y a une moulure en bas, il y a un joint de PDM qui vient saisir la vitre de double épaisseur, puis il y a une autre moulure par-dessus avec un autre joint de PDM qui vient sceller. Puis on peut venir insérer des détails d'étanchéité comme ce qu'on appelle du flashing, là, donc des tôles, entre les deux pour faire des détails d'étanchéité là, vraiment neat, c'est flush. Donc c'est pas mal ça. Ces fenêtres-là ont une particularité donc qui permettent l'écoulement de la condensation à l'intérieur, parce qu'il y en a toujours dans une serre, normalement c'est sûr que c'est toujours plus humide. Puis il y a des petits trous de drainage que par-dessus ici, tu peux voir, peut-être qu'on peut arriver à voir, malgré que tu as beaucoup de reflets. Mais il y a un petit trou ici, puis il y en a un autre autre côté. Ces petits trous-là, ils drainent directement en dessous. Donc c'est un petit trou comme ça. Donc l'eau qui condense à l'intérieur sort à l'extérieur. Ça fait une petite prise d'air, là. L'étanchéité de la maison est moins parfaite, mais ça permet à la condensation et tout ça de s'assécher plus facilement. Donc ça, c'est une des caractéristiques. Et je tenais aussi à avoir des puits de lumière dans la serre pour remplacer les gros puits de lumière qu'on voit souvent dans les earthchips. Donc on vient ouvrir ça l'été. Et en ouvrant les fenêtres en arrière, qu'on va aller voir tantôt, ça permet vraiment de faire sortir l'air chaud. Puis ça crée un tirant d'air dans les fenêtres en arrière. Ça permet une bonne ventilation de la maison. On peut en voir un qui est juste craqué, là, dans le fond, le Velux. Exact. C'est super étanche, même s'il pleut, ça ne rentre pas. Donc c'est une bonne utilisation. Cool. Ça va bien l'air? Ouais, faire le tour. Ouais, ici, on arrive dans l'espace pour servir plus de patio, là, de cour arrière. Tu peux voir le tuyau qui sort des murs de pneus, qui lui sert à injecter de l'air chaud en dessous de la masse thermique. C'est un peu technique à expliquer, mais si jamais vous suivez des cours, je suis sûr qu'on va vous l'expliquer avec des bons schémas coupe et tout. Mais c'est un petit ajout qui peut faire une bonne différence là, dans la gestion de la température de votre masse thermique. Fait qu'on vient injecter de l'air chaud tout simplement, dans le fond. Oui, c'est ça. Quand elle est disponible l'été, tu viens injecter de l'air chaud. Cet air-là va transférer dans la masse thermique, donc réchauffer ta masse thermique. C'est pas de l'air qui s'en va à l'intérieur, c'est de l'air qui va ressortir à l'extérieur dans une cheminée solaire qu'on va aller voir. Si on peut juste voir au passage, une petite éolienne. Oui, 400 watts d'éolienne, branchée sur le système de batterie de la maison. Évidemment, quand ils vendent, il fournit plus. Ils ne vendent pas, c'est tranquille aujourd'hui. On peut voir ici qu'il y a vraiment un bon dégagement entre la toiture et le sol, qui n'est pas vraiment caractéristique des earthchips d'habitude. Mais moi, je trouvais que c'était quelque chose qui était assez important de faire dans notre climat, vu les quantités de neige qu'on reçoit et vu le fait que la toiture est ventilée. Donc, elle est faite comme une maison un peu conventionnelle. Donc, c'était vraiment pour moi un avantage qu'il fallait que je conserve. Donc, de pouvoir sortir l'humidité de la toiture. Donc, on doit toujours assumer qu'il y a de l'humidité. Alors, c'est une manière de le faire qui marche très bien, vu qu'on le fait beaucoup dans le conventionnel. Alors, voilà. On a un système de gouttière qui est assez standard. On récupère nos eaux de pluie. On va voir le réservoir un peu plus loin. Allez voir ça. Ah, puis dans le fond, les fenêtres. Ouais, on va voir une fenêtre. Donc ici, il ne faut pas oublier qu'on est côté nord. Puis que les fenêtres, on les a faites petites. Donc, elles ne sont pas très hautes, elles sont un peu plus larges. Elles sont triple verre, vraiment pour assurer une bonne efficacité énergétique, pour éviter les déperditions, vraiment trop de déperditions l'hiver. Mais ils ont une fonction vraiment plus d'aération l'été. Donc on les ouvre, l'hiver ils restent fermés. Ils restent fermés toujours.
C'est l'échangeur d'air qui va faire l'échange d'air, la déshumidification de la maison. Donc c'est ça, nous on a du côté nord, on a un mur d'à peu près 4 pieds qui va nous dégager de la neige, qui va nous permettre une lumière naturelle et une aération aussi. Ouais, c'est eux qui vont venir faire la ventilation d'en arrière avec les Velux qu'on a vu en avant. Oui, les deux tuyaux noirs qu'il y a ici, ça va être nos cheminées solaires. Donc il y a deux tuyaux, le tuyau que vous avez vu tantôt qui passe au travers du mur de pneus. Il parcourt notre masse thermique en dessous de l'isolation. Donc l'air chaud est stocké dans la masse qui est en connexion avec la maison. Cet air chaud-là sort par ces cheminées-là. Je dis que c'est des cheminées solaires parce qu'on va les recouper. On va mettre un tuyau noir avec un petit chapeau. Ils sont juste à la bonne distance et quand le soleil d'été brille, il va faire chauffer les tuyaux. Alors l'air va monter tout seul par effet de convection et ça va créer un tirant. Donc l'air chaud va passer dans les tuyaux naturellement. Il va sortir par là. Cool. L'hiver, le soleil est assez bas dans le ciel que les tuyaux ne sont pas chauffés. Si on veut vraiment éviter que l'air froid rentre, on peut les boucher. Puis dans le fond, juste une petite parenthèse pour dire que tantôt on est allé sur la toiture. Fait que ici vous avez la toiture ventilée à froid avec les soffites percés. Puis là on va faire une petite coupure. Je vais vous amener sur le toit, vous montrer les maximums où est-ce que ça passe, puis les puits de lumière qu'on va revoir à l'intérieur. Fait qu'ici on a les ventilateurs maximum qui permettent de faire sortir l'air de l'entretoit. Parce que l'entrée d'air est en arrière ici, que vous allez voir sur une autre vidéo. Dans le fond, puis l'air rentre par le soffit en arrière, avance dans l'entretoit, puis sort par le maximum. Puis ensuite, on a une sortie de cheminée. Puis, si les gens se demandaient c'était quoi des puits de lumière, mais ça c'est exactement des puits de lumière. Ça condense la lumière, mais ça fait un trou. C'est un sol à tube. Dans le fond, contrairement à un puits de lumière standard, le trou est moins grand, mais il dirige la lumière super précisément. Ce qui fait que tu as un bon éclairage en dedans, mais tu as moins une grande faiblesse thermique à ce niveau-là. Bon, on a des sorties plutôt conventionnelles, sécheuses. Plus loin, sortie hotte de poêle. Juste ici, on a la gouttière qui emmène l'eau. Là, ici, c'est pas encore complété, mais le tuyau blanc que vous voyez sortir ici, on met un bassin dans lequel l'eau de pluie va s'en aller là-dedans. Et ça va alimenter notre réserve de 6000 litres d'eau de pluie qui sert à alimenter différentes choses dans la maison. La toilette, la machine à laver, puis une cuve de lavage dans la serre pour les plantes et pour l'aquaponie. Un peu plus loin là-bas, on voit le petit tuyau blanc aussi qui sort. Ça, c'est le trop plein. Quand le réservoir est vraiment trop plein, le surplus s'en va là-bas et est juste éliminé plus loin. Un gazon de trèfle, vraiment mélangé avec d'autres espèces de plantes qui créent des racines peu profondes, mais qui résistent aussi très bien à la sécheresse. Donc, quelque chose qui est peu d'entretien, puis qui va créer une diversité au niveau de la pelouse, là, pour pas faire de la monoculture de pelouse, là, comme on voit dans les villes qui sont envahies d'insectes, et qu'on se bat tout le temps contre la nature pour essayer d'avoir une belle pelouse. Alors, on laisse ça naturel avec du trèfle, mélanger du gazon et de la luzerne. C'est bien. En tout cas, je trouve ça bien. Là, je vois vraiment beaucoup dans ma caméra. Le cabanon, tu veux-tu nous en parler un peu? Ben oui, ça en fait, c'était vraiment notre test, un prototype qu'on a fait pour tester différentes choses. Comme par exemple, on voit le mur de bouteille là, avec un peu de ciment. Chose qu'on n'a pas reproduite dans la maison parce que ça crée des ponts thermiques. Donc, on avait des phénomènes de condensation à l'intérieur. Les fenêtres en angle, donc on a pu expérimenter avec les moulures et les fenêtres en angle avant de le faire sur la maison. L'isolation tout le tour, on a vu les difficultés aussi de faire une structure en arche, c'est-à-dire les pneus sont voûtés, sont comme faits en rond comme ça. La difficulté, c'est de venir asseoir une toiture carrée sur un mur de pneus rond. C'est vraiment une difficulté. La plupart des matériaux de construction sont carrés, alors c'est un défi de faire du rond avec du carré, c'est difficile. Donc c'est beaucoup plus facile de faire des carrés de maison. Et c'est pourquoi la plupart des maisons sont carrées. Ici on arrive à l'entrée principale. Donc je parle ici qu'on arrive et qu'on sort le plus souvent possible. Quand on a accès à la cour, on passe par la porte de devant que vous avez vu tantôt. Alors je vais vous montrer, on va faire un petit tour à l'intérieur. Là on a fait des travaux en fin de semaine, on vient de finir la chaux. Donc il va y avoir des éléments dans des pièces qui sont encore en train de sécher. Donc, ouais, je peux commencer par l'atelier, vu qu'on est là.
Ici, c'est évidemment l'air d'entrée, le vestibule dans lequel il va y avoir les manteaux et tout qui vont être accrochés sur des crochets. On arrive dans une petite pièce, vous excuserez un peu le débarras, parce qu'on vit ici les fins de semaine, donc le temps qu'on se structure, qu'on fasse le ménage, ça va se libérer. Mais là, c'est un peu caché. C'est le système photovoltaïque, j'ai mes batteries qui sont en arrière, avec le régulateur solaire, les disjoncteurs, ces choses-là. Je vais faire un peu de lumière. Puis, donc c'est ça. Système photovoltaïque de 1400 watts. En fait, on a 1000 watts d'énergie solaire et 400 watts d'énergie éolienne. 500 ampères-heure de batterie, 24 volts. Ici, on passe devant dans l'espace atelier, où là, c'est de la machinerie, c'est l'atelier où ce que je peux bricoler. On peut voir, là, on a fini les murs de chaux quelques heures à peine. Donc, on peut déjà voir comment il est lisse et coloré. C'est vraiment génial comme enduit. On a eu un professeur très créatif également, Audrey Roy-Lavallée, qui nous a fait des belles gravures, des designs, des beaux dessins. C'est vraiment le fun. Vite, vite. Échangeur d'air qui lui pousse l'air vicié et pousse l'air frais dans la maison. Donc c'est un système de ventilation mécanique qui consomme de l'énergie. C'est sûr, c'est pas passif, c'est un moyen actif, mais c'est un moyen aussi très efficace de contrôler l'humidité et de conserver quand même la chaleur dans la maison l'hiver quand on ventile. Donc c'est obligatoire au code. Est-ce que c'est toujours obligé? S'il n'y a pas d'inspecteur qui vient vous voir, ça pourrait probablement passer, mais nous, on a décidé d'aller vraiment pour un système qui marche bien. Donc, on n'a pas pris de chance, on a fait poser un échangeur d'air. Je fais ça. Ici, on a le système de chauffage qui est à distribution hydronique, donc c'est-à-dire de l'eau dans des tuyaux qui circulent dans la dalle de ciment qui fait 6 pouces d'épais. C'est séparé par zone, c'est-à-dire que dans chaque pièce ou environ groupe de pièces, on a un thermostat dans lequel on peut donner une commande de température. Puis ça rouvre des vannes, dépendamment des endroits où on se situe, comme des pièces en arrière, la chambre ouest, la chambre centrale, le salon cuisine, la serre. On voit les divisions. Alors ces vannes-là s'ouvrent dépendamment de la commande. L'eau chaude circule dans les tuyaux, va dans la dalle, revient ici, ils reviennent ici. On a un chauffe-eau électrique. Oui, on est branché à Hydro-Québec. C'est un luxe, mais on a prévu quand même une source d'énergie alternative. C'est-à-dire qu'on s'est fait passer une zone supplémentaire qui, elle, s'en va dans un foyer de masse. Donc on peut, juste avec notre installation solaire, faire virer l'eau dans le système. Ça, c'est une pompe circulatrice. On peut éteindre la chaudière électrique, ou si on a perdu Hydro-Québec, on n'a pas le choix. On peut chauffer la poêle à bois et chauffer tout le système dans la dalle, juste avec le bois. C'est très technique, mais grosso modo, ça vous explique un peu. Ici, on a le petit système de filtration d'eau de pluie. Donc, vite comme ça, on a l'eau qui vient du réservoir en arrière. Donc, ce tuyau-là passe au travers du mur de pneus. L'alimentation en eau arrive ici. On passe dans un petit pré-filtre pour filtrer les gros débris, pour éviter que la pompe s'encrasse. Donc, la pompe, elle pousse de l'eau. Ici, on a l'indicateur de pression du système. On passe dans un filtre plus fin pour enlever les pollens et les particules, même ça filtre des bactéries, des grosses bactéries. Ça ne filtre pas les virus et tout ça, mais ça filtre des bactéries. Et ça s'en va dans un tuyau qui s'en va dans la dalle jusqu'à ma distribution d'eau de l'autre côté. Où là, ici, je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que, bon, on voit mal ce qui est des plastiques, mais mon eau de pluie arrive par ici. Je peux la contrôler par une vanne, fermer, ouvrir. Et là, je peux l'envoyer. Présentement, elle est envoyée à ma machine à laver, à mon lavabo, à une sortie d'eau extérieure et tout ça. Et aussi à des fins d'eau potable, et parce que la ressource était disponible ici, on a fait rentrer l'aqueduc de la ville qui allait distribuer à d'autres choses. Donc c'est vraiment, nous on a fait le choix un peu de redondance. C'est un choix qui nous est propre, qui pourrait être le vôtre aussi si vous choisissez. C'est quelque chose qui est intéressant, d'avoir le luxe des commodités du système, tout en étant autonome s'il arrive un pépin, s'il arrive un ennui. Donc c'est des choix qu'on a fait ici. Petite boîte de jonction, ça c'est les panneaux solaires qui passent dehors puis qui arrivent souterrain par ici. Le fil passe dans le mur, vient sur mon passe-fil ici. Parce qu'il y a une chose qu'on a fait qui je trouve très intéressante, c'est qu'on s'est servi du dessus des murs de pneus pour se faire un passe-fil.
Donc si on a des fils à repasser par la suite, on n'est pas obligé d'ouvrir les murs, d'ouvrir les plafonds, tout ça. On a vraiment un endroit où passer nos fils. Ce qui est intéressant. Continue. Yeah. Et puis ça, on arrive dans la serre, à l'intérieur bien sûr, où il va y avoir de l'aquaponie. En fait, c'est ce qui est prévu. On a déjà expérimenté avec ça, donc ça devrait quand même bien aller. Puis on va avoir des bassins de poissons et des bacs à plantes sur le long des fenêtres. On s'est doté d'un système de toile semi-opaque, en fait semi-transparente, c'est du 99%. Puis un système très simple, avec des petites pôles à ressort pour venir diriger nos îlots. Pour pouvoir venir contrôler les apports solaires ou encore l'hiver, éviter les déperditions. Donc c'est ça, c'est simple comme ça. En été, est-ce que tu as remarqué une surchauffe? Non, étrangement, tu vois ici, on vient de sortir d'une canicule. Il a fait quoi? Une semaine, il a fait 29, 30 et avec l'humidité plus. Et ici, le maximum de température qu'il a fait, c'est 22,5. OK. C'est resté assez frais. Ça, sans climatiseur, sans rien. Sans climatiseur. Ok. Le truc, c'est la masse thermique. C'est le fait d'avoir une masse qui est suffisante pour absorber les surplus de chaleur que ça peut causer. C'est sûr qu'on ne fait pas par exprès l'été, on ne laisse pas tout ouvert. Sinon, on peut créer une surchauffe, mais on a laissé des fenêtres à moitié ouvertes, d'autres fermées. Puis la semaine, on n'était pas là, parce qu'on vient construire, c'est juste les week-ends. Quand je suis revenu, j'ai pris mes maximum minimum, et c'est ça. On était allé à 22,5 maximum, c'est très bien. On rentrait ici, puis c'était frais, on le sentait. Et c'est encore plus frais quand on va dans l'espace de vie. Donc on peut voir ici que le mur, c'est une verrière qui isole la serre de ce que j'appelle l'espace de vie. Donc ici, on est comme dans un espace semi-extérieur. C'est vraiment des éléments de structure qui font que c'est isolé, que c'est des grosses portes épaisses comme des portes d'extérieur. Le mur en arrière est isolé avec de la laine de roche. Donc on a R20 de différence entre la pièce ici et la serre, ce qui crée des bons écarts de température quand même. L'hiver passé, on avait 8-10 degrés de différence de température. Et l'été, ben ici, il pouvait faire, bon, je sais pas, peut-être 24-25, puis de l'autre côté, on était à 22 de plein Donc c'est sûr que quand on ferme les portes, cette différence est encore plus marquée. Mais pour l'instant, on garde les portes ouvertes. Parce qu'on veut aussi que la chaleur migre dans la masse thermique. Donc, on cherche à équilibrer les températures. On va passer par là, on va revenir par la serre. Tu peux juste nous parler un peu de ton choix de distance entre les fenêtres puis tout ça? Le choix de distance, tu veux dire? Ben, avec le soleil, dans le fond. Oui, d'accord. On a tout fait la modélisation donc, de la maison pour voir vraiment la hauteur des fenêtres en fonction de l'angle du soleil d'hiver, l'angle du soleil d'été. C'est super important comme planification parce qu'une fois que tu construis, tu ne peux pas changer ces éléments-là. Donc, c'est quelque chose qui est important à bien regarder, bien comprendre selon votre latitude. Puis, dépendamment si vous allez dans un choix de fenêtre verticale ou de fenêtre inclinée, il y a des avantages et des inconvénients à chaque. Puis ça, il faut bien les comprendre, puis il faut faire votre choix. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste à jouer avec vos hauteurs, avec la profondeur, avec la largeur des fenêtres, ça c'est à votre goût. La performance des fenêtres aussi va affecter grandement les performances l'hiver. Comme nous, on a des fenêtres qui sont doubles, 1 pouce d'épais, qui ont un Lowy argon. Et souvent, on va croire que les plantes ont besoin d'UV pour bien croître. C'est pas vrai. J'ai parlé à des gens ici qui en cultivent plein. En tout cas, ce qu'ils m'ont dit, c'est des pépinières, des choses comme ça. Ils m'ont dit, les plantes, si ont trop d'UV, eux aussi vont brûler. Comme nous. Ils ont besoin de lumière pour croître. Puis la lumière, elle passe. Elle est filtrée un peu. À cause de la fenêtre, il y a toujours un peu moins de lumière. Mais les UV, on n'a pas nécessairement besoin de UV pour les plantes. Donc, ils ont besoin de lumière. Quand il y a des fenêtres inclinées, l'été, le soleil vient à peu près à une trentaine de pouces comme ça. Évidemment, en fin de journée, il s'en va un petit peu plus loin parce que le soleil commence à descendre dans le ciel. Mais on est juste à bonne largeur pour des bacs à plantes, que les plantes aient leur luminosité. L'hiver, ça rentre à 90 degrés. Donc, mon angle de fenêtre est optimisé pour le solstice d'hiver. Pour qu'au 21 décembre, quand il fait soleil, que ça rentre à pleine fenêtre, que ça éclaire l'espace intérieur. Vraiment, vraiment intéressant. Une pièce, une maison lumineuse. Fait ici, on rentre dans l'espace de vie. Donc, de ce côté-là, ici,
c'est le salon. Poêle à bois, un petit peu de maçonnerie, soit d'espace télé avec un divan. Quand même assez petit. C'est un balayage de ce côté-là. Le corridor qui mène plus aux chambres. Ensuite, ici, on a des murs de bouteilles qui sont en construction. Qui mènent dans la salle de bain. Une petite salle de bain, bien fonctionnelle, avec le bain, lavabo, toilette. On a opté pour une toilette standard au début, pour éventuellement évoluer vers une toilette à compost. Mais pour les permis, c'était beaucoup plus simple d'avoir une toilette standard. Petit espace ici pour machine laveuse sécheuse superposée pour maximiser l'espace au sol. Salle à manger vraiment là, incorporée à l'espace. Donc, petite table ici, avec l'espace cuisine qui est encore en train d'être construite. Donc, frigo, cuisinière, lavabo et tout ça. Que ce soit utilisable et ergonomique. On a une petite pièce ici qui va nous servir de rangement, de dépenses, un endroit où mettre la nourriture, le buffet, ces choses-là. Donc c'est une pièce aussi dans laquelle on a des panneaux électriques. Parce qu'on voulait que ça soit accessible facilement. Parce que nous, on a une technique qui permet de conserver l'énergie. Donc à chaque fois qu'on n'utilise pas une ressource électrique dans la maison, on va fermer les disjoncteurs. Donc pour éliminer les charges fantômes et les charges résiduelles dans les fils, à cause qu'on a des grandes, longues bandes de fils, on vient sauver des pertes de voltage et tout ça. Donc on vient sauver beaucoup d'énergie. C'est assez significatif les montants qu'on peut aller chercher avec une technique aussi simple. Donc voilà, espace de rangement, panneau. Ça c'est l'onduleur qui transforme mon énergie de mes batteries en courant alternatif. Et ça c'est mon panneau principal qui provient d'Hydro-Québec par un câble enfoui. Ici on avait protégé pour faire la chaux. Donc c'est un tuyau qui est enfoui, qui s'en va dans un poteau dehors dans lequel Hydro-Québec vient. Puis on a tous nos circuits qui ne sont pas maintenus là-dessus. Et les gros charges de consommation comme la sécheuse, ces choses-là. Donc si on perd Hydro-Québec, on perd ces équipements-là. Alors il faut bien gérer ces choses-là. Il faut vraiment déterminer qu'est-ce qu'on veut garder si on perd le courant, qu'est-ce qu'on peut garder. Qu'est-ce qu'on peut assumer de perdre. Là. Et après, ça c'est les charges maintenues. C'est-à-dire que cette petite machine-là, qui est un ondulaire, en anglais on dit un inverter, va prendre le courant des batteries, va le transformer en énergie alternative pour nourrir ces sources-là. En plus, on pourrait avoir un panneau exclusivement DC qui s'approvisionnerait directement des batteries sans avoir à convertir. On sauve encore de l'énergie parce que lui, il a un coût. Il mange quelques pourcentages de convertissant en convertissant courant d'un type à l'autre. Il n'y a pas un coût monétaire à faire rouler, mais il y a un coût de perte énergétique. Exact. Il y a un achat, évidemment, le coût à l'achat. Puis en le faisant rouler, il y a une perte intrinsèque au fait qu'on convertit du courant continu en courant alternatif. C'est comme ça. Encore si on voit les belles petites gravures là, que Olivier nous a fait. Du relief chaud, chambre 3D avec du pigment. Superbe. Ici, ce qu'on peut voir aussi, une caractéristique, en plus de nos passe-fils, c'est que on trouvait que souvent les hot chips, les pneus prenaient beaucoup d'espace à l'intérieur. C'est pas des murs de pneus qui font nos divisions. C'est aussi un genre de patte de soutien, parce que la terre pousse contre le mur. Parce qu'ici, il faut réaliser que ce mur-là, à l'extérieur, c'est de la terre. Donc on s'est servi de cet espace-là sur le dessus des pneus pour faire des garde-robes. Donc on a comme de l'espace de rangement, puis des endroits où passer des tuyaux, comme par exemple ça c'est notre sortie de sécheuse. Alors c'est ça, c'est pratique. Ça sert de passe-fil, de rangement. On a combiné différentes fonctions. Salle de bain, on peut la montrer vite, mais il n'y a pas grand-chose pour l'instant, c'est encore en conception bien sûr. Ici c'est un mur, on a une partie panneau de gyps. Donc ça en arrière c'est un panneau de gyps. Mais on a mis de la chaux par-dessus, ce qui est intéressant. C'est le fun. Comme enduit, j'adore la chaux. Ça ici c'est un mur de pneus. On voit qu'il y a des petites fissures parce que souvent dans les endroits où on change de matière, il peut y avoir des petits retraits dans la chaux, mais ça ne compromet pas la structure, ça ne va pas tomber. C'est juste esthétique. Il fait un petit peu noir parce qu'on n'a pas de lumière, mais on a nos fameux puits de lumière que Fred vous a montré sur la toiture. Donc à l'intérieur, c'est ça que ça a l'air. Et là, aujourd'hui, il fait vraiment nuageux, il pleut, mais ça fournit quand même une lumière assez... c'est quand même une bonne lumière. On peut voir que ça fait vraiment une lumière.
Ouais. Et quand il fait soleil l'été, là, c'est frappant. Vraiment beaucoup de lumière. Puis là, ce qu'il faut comprendre à la caméra, c'est un peu plus sombre parce que la caméra est plus sombre que l'œil humain. Mais en ce moment, c'est quand même bien éclairé. On pourrait lire n'importe où. Là. Ouais. Alors la fenêtre aussi, pour permettre d'ouvrir si jamais il y a de l'humidité. Et l'extraction de l'échangeur d'air. Alors on a une petite minuterie ici, là, fait partie de l'ensemble de l'échangeur d'air. Quand on appuie là-dessus, la plupart des maisons en sont dotées maintenant. Ça va extraire l'air humide de la maison, ça va la faire sortir dehors. Ou si ça ne fonctionne plus et qu'on veut utiliser des méthodes passives, on ouvre la fenêtre ici, alors l'humidité sort à l'extérieur. Ici, on s'en va vers les chambres. Le corridor, donc d'accès. Ici, on voit que c'est un mur de colombage qui est en préparation pour un mur de bouteille. Donc, on a commencé la méthode pour cubique pour faire de la grippe sur le bois. C'est un mur entièrement en bouteille. Ce qu'on peut voir de l'autre côté, c'est une chambre, avec la chambre de nos enfants. Donc, c'est ça. C'est quand même assez grand. Allumer la lumière. Ouais. On voit la grandeur des pièces. Ici. Voilà. Tout en finition de bois, parce qu'on aimait bien le bois, c'était chaleureux. Donc, tout vitré également, pour avoir une bonne luminosité. Et là, on va se poser des stores, des rideaux pour l'intimité, mais pour l'instant, c'est. Et c'est ici qu'on campe, comme vous pouvez voir, on campe les fins de semaine. Ensuite, on s'en va dans ce que j'appelle le walk-in. C'est un grand garde-robe qui peut servir de bureau aussi. C'est assez sombre, mais vous voyez encore le plus de lumière qui fait que, même si à votre écran, c'est peut-être un peu foncé, on est dans une pièce entièrement fermée, s'il n'y a aucune fenêtre, il n'y a rien, mais il y a de la lumière. C'est super intéressant. C'est sûr qu'avec la faible lumière, ça fait vraiment une différence, mais quand il y a du soleil dehors, ça paraît vraiment beaucoup. Alors ça, c'est juste un espace de rangement, vraiment des garde-robes, des garde-robes, des garde-robes, plein de rangements, parce que souvent, dans une maison, on n'a jamais assez de rangement. Avec le passe-clé toujours. Ouais. Le passe-clé qui fait toute la longueur de la maison. On arrive dans la chambre des maîtres, hein. Donc la plus grande chambre de la maison. Donc c'est une grande chambre qui a la totalité, la profondeur de la maison. Puis ça a tout été échaudé également, la couleur est très belle. Alors c'est une grande chambre qui pourra plus tard être divisée en deux. Quand nos filles vont grandir, on va avoir chacun leur chambre. Tout est fait indépendamment, donc ça a été planifié d'avance. Hein. Une lumière d'un côté, une lumière de l'autre. On est capable d'avoir des systèmes indépendants. C'est moins de difficultés hein, quand on veut plus tard changer les circuits électriques. C'est déjà fait. Les trappes d'aération, c'est indépendant également. Donc, une bonne planification de votre projet, c'est une valeur gagnante. C'est ça, je suis en arrière de toi, on retourne dans la serre. Puis encore là, même histoire ici, là, bassin de poissons avec des plantes. Puis les fenêtres l'hiver quand il fait soleil, là, c'est vraiment le fun. Yeah, bon, merci beaucoup, Benoît. Les petits ventilateurs, par contre, pour circuler l'air l'hiver. Pour éviter la condensation, c'est pour peu d'énergie. C'est quelque chose qui va garder l'air en mouvement, qui va éviter la condensation dans les fenêtres. Donc, voilà. Nice. Si vous voulez voir plus, premièrement, merci beaucoup, Benoît. Un plaisir. C'est vraiment hot. Je vais venir me joindre à toi pour la grande finale. Yes. Si vous voulez voir des vidéos, d'autres vidéos de sa maison, vous pouvez voir, on en a fait quelques-uns qui présentaient le cours qu'il donnait chez nous, puis aussi les e-books qu'il a créés. Fait que le lien pour le cours, si vous voulez avoir une formation avec lui, dans le cadre de nos cours à Solution Era, cliquez ici. Pour les e-books, au-dessus de Benoît. Puis vous pouvez nous joindre sur Facebook, ici, sur YouTube, suivez notre chaîne pour avoir plus d'infos. Puis toi, tu as un blog, ça fait qu'on va mettre le lien du blog juste ici. Good. Maison Le Plumard ici, aussi sur ton Facebook. Ouais. Fait que partagez l'info si vous trouvez que ça valait la peine, que vous aimez l'idée. Partagez-le, joignez-le, like. C'est ça, pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui comprenne que c'est un mouvement, puis faites-en partie, partagez l'info. Merci beaucoup. Merci Benoît. Au revoir.